La naissance, la maladie, la mort. Ce sont vraiment les moments les plus intimes, les plus personnels de notre vie. Mais comment est-ce qu'un pays décide de mettre des lois là-dessus? Comment est-ce qu'on encadre ça légalement? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser de près au cas de la Belgique. C'est un pays qui a bâti tout un arsenal de lois très précises pour répondre à ces questions hyper sensibles de la bioéthique. Et c'est ça la grande question qui va nous guider. Comment la loi peut-elle intervenir dans des choix aussi personnels tout en s'assurant de protéger les gens et de bien définir qui est responsable de quoi? On va voir que la Belgique, elle, a vraiment essayé de construire un cadre hyper précis pour trouver des réponses. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut savoir que la Belgique est souvent vue comme une pionnière en matière de législation sur la bioéthique. Ces lois, en fait, elles essayent de jongler, de trouver cet équilibre super délicat entre l'autonomie du patient d'un côté, la responsabilité des médecins de l'autre, et puis les valeurs de la société tout entière. Commençons par le commencement, si j'ose dire, le début de la vie. En Belgique, la loi encadre deux situations qui sont vraiment très différentes. D'un côté, la procréation médicalement assistée, et de l'autre, l'interruption volontaire de grossesse. Alors là, on voit bien que la loi aborde ces deux parcours de façon complètement différente. Pour la PMA, la procréation médicalement assistée, l'accent est vraiment mis sur l'éthique du don. L'idée, c'est que ça doit être gratuit, pour ne pas marchandiser le corps humain évidemment, et anonyme par défaut pour protéger la vie privée des donneurs. Et puis de l'autre côté, pour l'IVG, là tout tourne autour du choix de la femme, un choix qui est bien sûr encadré par une limite dans le temps et une obligation d'informer. Et ce chiffre, 6 jours, ce n'est pas anodin, c'est un délai de réflexion obligatoire qui illustre parfaitement la philosophie de la loi. On veut être sûr que la décision est vraiment volontaire, qu'elle a été mûrement réfléchie. C'est une logique d'ailleurs qu'on va retrouver un peu plus loin. Bon, après le début de la vie, on avance. Et on sait tous que le parcours de la vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il arrive que des soins, qui sont là pour guérir, finissent par causer un tort, un préjudice. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, la Belgique a mis en place ce qu'on pourrait appeler un filet de sécurité pour gérer ces situations complexes. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Imaginez, un accident médical arrive, mais ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas une erreur du médecin, c'est ce qu'on appelle un aléa thérapeutique. En gros, le pas de chance lié à une opération. Le truc, c'est qu'avant 2010, les patients, dans ce cas, se retrouvaient souvent sans rien, sans aucune indemnisation. C'est justement pour combler ce vide qu'a été créé le Fonds des accidents médicaux. Ce Fonds des accidents médicaux, qu'on appelle le FAM, il a en fait un double rôle. Premier cas de figure. Un médecin fait une erreur, il est en faute. Là, c'est simple, c'est son assurance qui paie. Le FAM n'intervient que si ça coince. Mais, et c'est ça le point vraiment crucial, en cas d'accident sans faute, eh bien là, c'est le FAM qui indemnise directement la victime. C'est une manière de reconnaître qu'un préjudice est bien réel, même si on ne peut blâmer personne. Alors attention, le fonds ne va pas intervenir pour une petite complication. Non, la loi a fixé des seuils de gravité très clairs. On parle d'une incapacité permanente d'au moins 25% ou de 6 mois d'incapacité totale, ou encore de ce que la loi appelle des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Ça montre bien que le système est vraiment pensé pour les accidents lourds, ceux qui viennent chambouler toute une vie. On arrive maintenant à la dernière étape de ce parcours, et c'est sans doute la plus délicate sur le plan éthique, la fin de vie. Il faut savoir que la Belgique a été l'un des tout premiers pays au monde à légiférer sur l'euthanasie, et elle l'a fait en mettant en place un cadre, vous allez voir, qui est extrêmement rigoureux. Ici, la définition légale est absolument cruciale. La loi de 2002 est très claire. L'euthanasie, c'est un acte qui est pratiqué par une autre personne, un médecin, pour mettre fin à la vie, mais à la demande explicite de la personne concernée. C'est très différent de l'aide au suicide, où c'est le patient lui-même qui fait le geste final. Et ça n'a rien à voir non plus avec le refus de traitement, qui est un droit fondamental de tout patient. Cette précision dans les mots, c'est vraiment la clé de voûte de toute cette loi. Le cœur de la loi, en fait, c'est une liste de conditions super strictes que le patient doit remplir. Et attention, elles sont cumulatives, ça veut dire qu'il faut cocher toutes les cases. La demande doit être volontaire, réfléchie et répétée, pas un coup de tête. Et surtout, la situation médicale doit être sans issue, avec une souffrance constante et insupportable. Et la loi précise bien que cette souffrance peut être aussi bien physique que psychique. Et du côté du médecin, la procédure est tout aussi cadenassée. Ce n'est jamais, au grand jamais, la décision d'une seule personne. Le médecin a l'obligation de consulter un deuxième confrère, totalement indépendant. Et si la fin de vie n'est pas prévue dans les semaines qui viennent, alors il faut même un troisième avis, celui d'un spécialiste, et respecter un délai d'attente d'1 mois. C'est un vrai système de garde-fou, conçu pour éviter la moindre précipitation. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cette loi n'est pas gravée dans le marbre. Elle a été votée en 2002, c'est vrai, mais en 2014, elle a été étendue de façon très encadrée aux mineurs. Et tout récemment, en 2024, il y a eu de nouveaux ajustements pour plus de transparence.
Bref, c'est une législation qui vit, qui respire et qui évolue avec les débats de la société. Bon, on a vu le début de la vie, les accidents de parcours et la fin de vie. Alors, si on prend un peu de recul, c'est quoi le fil rouge qui relie toutes ces lois? C'est quoi le grand principe derrière tout ça? Eh bien, le point commun, le voici. Que ce soit pour le choix d'avoir un enfant, d'interrompre une grossesse, d'être indemnisé après un pépin médical ou de décider des conditions de sa propre mort, à chaque fois, la législation belge cherche avant tout une chose, encadrer l'autonomie de la personne. L'idée n'est pas de laisser l'individu seul face à ses décisions vertigineuses, mais au contraire, de créer des procédures claires, des garde-fous et des protections. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dépasse largement le seul cas de la Belgique. En mettant des lois sur ces moments si intimes de la vie, où est-ce qu'on trace la ligne? Jusqu'où la loi doit-elle aller pour nous protéger, sans pour autant écraser notre liberté de choix la plus essentielle? C'est ça finalement le défi permanent de toute la bioéthique.